Bienvenue et je vous remercie d'être présent pour cette conférence. Je remercie tout d'abord la bibliothèque régionale pour cette invitation et notamment la personne de Omar Boretta et de René Desandré qui se trouve derrière la caméra et qui s'occupe du support technique. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet de cette conférence. On part du titre, la formation aux nouvelles technologies et à l'image comme facteur de démocratie et d'emploi. Alors, en quoi la formation aux nouvelles technologies est facteur de démocratie et d'emploi? Et je souligne la formation. Ce ne sont pas tant les nouvelles technologies et l'image qui peut être un facteur de démocratie et d'emploi, mais bien la formation. Alors, ce que j'essaye de transmettre aux étudiants lors de mes cours de formation, qui peuvent avoir lieu au sein d'une association comme l'UPF, l'Union de la presse francophone. Je vous invite à visiter son site upfvda.org ou au sein de l'université. Je viens de conclure un cours sur ce sujet-là au sein de l'université de la Vallée d'Ost. Il faut avant tout partir, je dirais, aux origines de l'homme. À l'origine, l'homme ne possède pas la langue. La langue est un code. C'est grâce à l'invention purement théorique d'un alphabet, qu'il soit latin, qu'il ne soit pas latin, de hiéroglyphes pour les Égyptiens ou de tout autre code, qu'on commence à échanger, à communiquer. La première forme de communication, d'expression, se fait non pas par la langue, mais par le langage. Et langue et langage sont deux choses bien différentes. Le langage est une expression artistique. C'est une expression totalement libre, qui n'est pas codifiée. L'art est du côté du langage. La langue est codifiée et utilise un alphabet qui est tout à fait arbitraire. C'est l'homme qui décide de codifier et qui décide d'introduire des signes qui n'ont aucune réalité avec la nature. Et grâce à ces signes qu'on doit apprendre, parce que si on n'apprend pas ces signes, on ne peut pas communiquer. Eh bien, si on revient aux origines, quel est le moyen d'expression? Eh bien, dans les cavernes, c'est les dessins. C'est des dessins sur les parois. Et comment on communique nos émotions? Ben, on communique nos émotions par cri, par expression verbale, par onomatopée. On a tous vu des fictions documentaires qui mettent en scène ces premiers hommes, nos ancêtres, qui s'expriment comme ça, avec des sons, et avec des expressions qui peuvent changer. On peut pleurer si on n'est pas content, on peut crier si on a quelque chose à dire, et on s'exprime en faisant des dessins. C'est vraiment l'acquisition ensuite de cette langue, de cette codification, qui va permettre à l'homme de devenir un homme, et qui va permettre à l'homme de s'extraire de la nature, de sa condition animale en quelque sorte, pour être quelque chose de différent. Et grâce à la langue, arrive la réflexion, arrive la conceptualisation, puisque la langue est concept. Or, l'image n'est pas concept. L'image est un langage, l'image est de l'émotion. L'image que l'on connaît actuellement est sur le même niveau que les dessins dans les cavernes. Alors, on transmet de l'information, mais c'est d'abord tout une information qui a de l'émotion, qui nous fait vibrer. Il n'y a pas besoin de connaître la langue pour pouvoir s'exprimer avec l'image. Si on ne connaît pas le chinois, on n'arrivera pas à s'exprimer avec un chinois. Par contre, si on ne connaît pas le chinois, on comprendra l'image réalisée par un chinois. Il y aura des différences culturelles, mais on comprendra ce qu'il a voulu dire. L'image transcende cette codification. Et c'est pour ça aussi qu'elle fait partie de l'art. Alors, pourquoi la formation aux nouvelles technologies est un facteur de démocratie? Parce que jusqu'à il y a encore quelques années, l'image cohabitait en quelque sorte avec la langue qui nous a permis qui nous permet cette conceptualisation, cette réflexion, et plus encore avec l'écrit, l'écrit qui nous a permis de favoriser la réflexion et de faire en sorte que les idées soient imprégnées en quelque sorte sur du papier et puissent se développer. Alors ce développement se fait d'abord par écrit. Sur l'information, ça part en fait de Venise, de l'Italie,
avec des avis. C'est une information écrite qui est réservée à une élite. Elle est réservée aux marchands pour le commerce, elle est réservée à l'aristocratie qui ont besoin de communiquer par des courriers, souvent à cheval, qui portent d'une ville à l'autre. Ça part en général de Venise. Pourquoi? Parce que Venise est une ville de marchands et ils transmettent l'information dans les Flandres où il y a beaucoup de commerce. Et puis aussi, bien sûr, du clergé, les moines, hein, ce sont ce groupe, en quelque sorte, ces groupes de pouvoir qui détiennent l'information et donc le pouvoir. D'ailleurs, l'information a un coût. Il faut attendre le développement, le XVe siècle, avec le développement de l'imprimerie, bon, bien sûr, là je vulgarise énormément, pour avoir en quelque sorte une démocratisation de l'écrit. Et c'est vraiment la démocratisation de l'écrit, donc la langue qui n'est plus seulement orale, mais qui devient écrite, qui permettra une diffusion du savoir et des lumières, en quelque sorte, jusqu'à arriver à un système d'organisation de la société par excellence, qui est la démocratie. Et c'est loin d'être le système, la panacée, le système par excellence, mais actuellement, on n'a encore trouvé rien de mieux que la démocratie, c'est-à-dire un système social où tout le monde peut s'exprimer et codifier grâce aussi à une réflexion, et tout ça grâce à des textes de loi, donc des textes écrits. Je reviens, j'ai fait un petit peu un excursus, mais je reviens sur pourquoi la formation aux nouvelles technologies sont un facteur d'enrichissement en quelque sorte de la démocratie. Parce que les nouvelles technologies qui véhiculent de plus en plus d'images ont tendance toujours plus à véhiculer de l'émotion. Hein. Et l'émotion est différente de l'écrit. L'écrit est dans la réflexion, dans le détachement, dans la froideur. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des écrits extrêmement haineux, hein, et qui ont véhiculé, qui ont contribué aussi à véhiculer une certaine violence. Mais elle est, je dirais, toujours limitée, parce que même quand les écrits sont haineux, il y a une certaine distance. C'est du digital, du numérique l'écrit. Or, les nouvelles technologies qu'on appelle souvent digitales ne sont pas dans le numérique, sont dans l'émotion. Et regardez actuellement ce qui est en train de se passer. Avec l'évolution extrêmement rapide des nouvelles technologies, ça a commencé avec l'Internet, ça a commencé avec la possibilité de faire des images très simplement avec nos smartphones. C'est depuis une vingtaine d'années seulement, c'est tout récent, et il va y avoir un développement qui va s'accélérer ces prochaines années. Regardez un peu la facilité que l'on peut maintenant, en quelque sorte, véhiculer une idée extrêmement simpliste grâce à ces nouvelles technologies. Et comme on est dans l'émotion, on peut facilement manipuler. L'image est facilement manipulable. Et on arrive à des formes de populisme qui seront de plus en plus exacerbées et de plus en plus fortes. Justement parce que les nouvelles technologies et l'image sera de plus en plus présente. D'où l'importance, je souligne, de la formation. Ces fameux millenniums, ces jeunes qui sont nés avec ces nouvelles technologies, qui baignent dans ces nouvelles technologies, ils ne peuvent plus. On ne peut plus, nous, leurs aînés, les laisser passifs face à ces nouvelles technologies. On ne peut pas être contre. C'est une évolution normale, et on ne peut pas freiner cette évolution. On est tous, même nous, plus matures en quelque sorte, liés aux smartphones, liés aux images et aux nouvelles technologies. Mais ce qu'il faut, c'est surtout ne plus être passif. Il faut être actif. Il faut comprendre quels sont les codes qui construisent une image pour pouvoir la comprendre et ne pas être facilement manipulable. C'est le but vraiment de toute la formation. Et grâce au décryptage des techniques pour construire une image, on peut ensuite être plus à même d'être un citoyen actif. Et c'est vraiment, toute image utilise des techniques bien précises de construction. Quand on pleure devant une image ou quand on rit devant une image, c'est jamais un hasard. Hein. Le fait même d'appuyer sur un bouton, le fait même de choisir un cadrage, de choisir un type d'écriture, de choisir un type de montage, nous incite à aller dans une certaine direction. Et si on n'a pas conscience de ça, on n'a pas le détachement de l'écrit qui nous permet de réflexion. L'image, on est dans la chaleur, on est dans l'immédiateté, on est dans l'émotion, on risque d'être vraiment manipulé. Voilà, ça c'est pour ça que la formation aux nouvelles technologies et à l'image est facteur de démocratie. Si on n'a pas cette formation, on risque d'être manipulé, on risque d'appartenir à une masse qui ira contre un processus démocratique. Hein. N'oublions pas qu'il y a
pas si longtemps, en Italie, il y a eu un régime dictatorial, hein, le fascisme. Et le fascisme, qu'est-ce qui s'est passé sous le fascisme? Il y a eu un développement formidable de l'image, du cinéma. Cinecittà, l'Istituto Luce, c'est le régime fasciste qui a développé énormément ça. Pourquoi? Parce que l'image communiquait directement aux masses. Hein, même ceux qui n'avaient pas accès à la culture, à la lecture, à l'alphabétisme. À l'époque, dans l'Italie des années 20-30, il n'y avait pas le même niveau d'alphabétisme qu'il y a actuellement. Et donc l'image pénétrait directement et on manipulait très facilement. Hein, c'est souvent les dictatures qui utilisent avant tout l'image. Donc nous, on est obligé de vivre avec l'image, mais il faut être actif. Et c'est l'information qui nous donnera cette liberté. Ça, c'est un petit peu la première partie. La deuxième partie du cours, j'essaie de le faire réfléchir aussi sur les médias. La naissance des médias. De plus en plus maintenant de médias sont dans les mains de grands groupes. Il y a de moins en moins de médias indépendants. Ça implique quoi? Le fait d'avoir ces médias qui appartiennent à quelques grands groupes. C'est qu'on va transmettre un message qui va être uniforme dans la création. Il n'y aura pas de pluralité de langage et de pluralité de vision. D'un point de vue économique, ça peut être intéressant. Je donne souvent l'exemple, on n'en parle pas souvent d'ailleurs dans les médias, mais je donne souvent l'exemple, quel est le plus gros créateur mondial de contenu non fictionnel dans le monde? Alors certains me disent, ah mais c'est les groupes américains. D'autres vont dire, non, c'est plus les Américains, ce sont les Asiatiques et même les Chinois. Eh bien non, ce ne sont ni les Américains ni les Chinois. C'est un groupe franco-italien ou italien-français, hein, qui a 60% en main d'un entrepreneur qui s'appelle Love Group, qui est Stéphane Courby, et à 45% à peu près en main de la De Agostini. Voilà. Ce qui est extrêmement positif. Hein. Ce groupe s'appelle Banijay. Alors maintenant, peut-être, faites attention, quand vous regardez de nombreux programmes en Italie, que ce soit Rai, Mediaset, Sky, et notamment Discovery, vous verrez à la fin souvent Banijay. C'est le plus important groupe au monde, avant les Américains, avant même les Chinois. Et il est franco-italien. Donc, d'un point de vue économique, c'est une excellente chose. C'est plus de 90 000 heures de contenu en catalogue, c'est des milliers d'heures de création chaque année. C'est très bien au niveau économique qu'un groupe aussi important au niveau mondial ça soit en grande partie aux mains d'un groupe italien comme la De Agostini. C'est très positif. Le problème, c'est qu'il y a quand même un problème, c'est que, mais c'est tout à fait normal puisque c'est un groupe privé. Le groupe privé doit rentabiliser. Comme tout groupe privé, ils doivent faire de l'argent. C'est tout à fait normal dans un système de type capitaliste. Et donc pour rentabiliser, on va faire des formats, des émissions qui vont pouvoir être vendus et adaptés dans le monde entier. On ne va pas valoriser une culture locale. On va faire un programme qui devra être accepté par tout le monde et on va faire bien sûr une adaptation locale. Le programme américain ne sera pas exactement identique au programme italien. Les gens changeront, quelques petites choses changeront, mais à la base de l'émission, ce sera la même. C'est ce qu'on appelle les formats, et notamment ce qu'on appelle aussi les realities, tout ça, qui sont les mêmes dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que ça implique ça? Ça implique qu'on va avoir tous la même vision, et en plus, on ira sur quelque chose on ne va pas essayer de développer une réflexion, ou alors une analyse de l'image, parce que le but, ce sera de rentabiliser, donc de faciliter la vision. Et on va créer du divertissement ou de l'infodivertissement, de l'information-divertissement. C'est ce qu'on appelle, avec un terme américain qui est devenu un peu une référence dans le monde, l'infotainment, donc de l'information-divertissement. C'est pour ça que c'est extrêmement important maintenant face à ces grands groupes qui doivent exister, hein, il ne faut pas être contre, parce que ça produit aussi de l'emploi et ça fait tourner l'économie. C'est très important que des services publics soient présents dans l'Europe. Hein. En Italie, c'est important d'avoir une présence comme la RAI, qui est service public. Et la RAI, la responsabilité, ça va être de produire aussi des contenus qui soient alternatifs et différents à ce que nous proposent les groupes privés. Et donc, des contenus qui puissent valoriser aussi la culture, au niveau de la RAI, la culture italienne, et aussi d'autres plateformes. Il y a une plateforme maintenant qui est en train d'être développée pour favoriser des contenus qui soient originaux et qui développent la culture de l'Italie par le ministère de la Culture italienne, c'est une bonne chose. Et je dirais, pour revenir à nous maintenant au niveau local, au niveau de la Vallée d'Aoste, c'est important que le siège
locale de la RAI puisse produire des contenus locaux, mais aussi la région. Et d'où, en quelque sorte, la phase, la deuxième énoncé, la formation comme facteur de démocratie, mais aussi facteur d'emploi. Car dans ces prochaines années, qu'on le veuille ou non, il y aura de plus en plus de contenu audiovisuel. Quand on voit maintenant actuellement sur les sites, qu'ils soient régionaux, nationaux ou internationaux, je dirais même surtout régionaux et nationaux, il y a encore un retard au niveau des créations de contenu en images. Ou alors les contenus en images sont très pauvres encore. On a encore des sites qui sont encore faits uniquement d'écrit. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas avoir d'ennui, mais même au niveau national, on voit vraiment des contenus qui sont extrêmement pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore ces compétences, ces nouvelles compétences, qui sont des jeunes qui sachent écrire, qui sachent concevoir des produits audiovisuels d'un point de vue purement théorique, mais qui sachent aussi les mettre en forme, qui sachent tourner, qui sachent monter, qui sachent post-produire. Alors, il y a juste quelques années, pour faire un produit de ce genre, on demandait 5, 6, 7 personnes, voire plus, et il y avait les moyens économiques pour financer un tel produit. Maintenant, avec l'explosion des médias en ligne, et bientôt une déferlante au niveau de l'image, il y aura de plus en plus de demandes de ce genre de produits audiovisuels, mais avec moins de disponibilité économique. Donc on demandera à une personne de faire le travail de 5 ou 6 personnes auparavant. Et on cherchera de plus en plus ce genre de figures. Ces personnes qui seront en mesure d'écrire avant tout, de réfléchir sur un sujet, d'où l'importance bien sûr d'une bonne formation de base, une formation qu'elle soit humaniste ou scientifique. Là, c'est fondamental pour accéder sur le marché du travail, mais aussi avec ensuite une préparation technique, une connaissance des outils technologiques. Et les personnes qui se présenteront sur le marché du travail et qui auront cette laure de base, mais aussi ensuite avec une bonne préparation technologique, auront quelque chose en plus et pourront accéder plus facilement à ces nouveaux métiers qui vont être créés. Ça, c'est valable au niveau italien, au niveau national, mais aussi au niveau européen. Et même au niveau régional. On voit maintenant le niveau du site de la région, au niveau du site du conseil, au niveau des sites institutionnels, puisque c'est ce qui nous touche le plus dans notre quotidienneté. Et il y a très peu de contenus multimédia, et ces contenus sont encore très très faibles et souvent de mauvaise qualité. Et donc, dans le futur, on peut espérer, mais ça va être une évolution normale, où l'image va avoir de plus en plus d'importance et va augmenter aussi en qualité. Et on cherchera ces figures qu'on appellera journalistes multimédia ou filmmakers, selon comment on veut les appeler, mais qui auront la compétence théorique, qui comprendront les codes, qui ne se seront pas facilement manipulables, et qui seront ensuite capables de les créer, car ils ont utilisé ces outils, ils ont eu en tout cas des cours de formation qui leur ont permis de connaître et d'utiliser ensuite ces outils techniques. Voilà, je dirais en synthèse, quel est le but de ces cours de formation, de faire réfléchir les jeunes à la partie théorique et à la puissance du langage image et des nouvelles technologies et comprendre comment elles fonctionnent, et de l'autre de s'approprier de ces outils pour créer des contenus qui soient aussi dans une certaine réflexion et qui puissent avoir aussi une certaine qualité. Concrètement, dans la première phase du cours qui est dénommée néojournalisme audiovisuel, les 5 étudiants qui étaient en formation ont produit 2 contenus, un reportage et un documentaire. Donc le reportage, c'est plus sur un aspect journalistique, le documentaire, c'est plus dans une réflexion, dans un développement plutôt du côté cinématographique. Mais les 2 créent des contenus, bien évidemment, légèrement différents, mais c'est des contenus qui ont en général trait à l'information ou à des événements liés à la société. Vous pouvez les visionner directement sur le site de l'UPF en cliquant sur upfvda.org, rubrique néojournalisme, et là vous trouverez le reportage 1% ou le documentaire au bout de la nuit. Actuellement, il y a une phase 2 qui est en chantier, où ce ne sont plus seulement 5 jeunes, mais 10 jeunes qui travaillent en binôme, donc
5 contenus audiovisuels, reportages ou documentaires qui sont en création et qui seront ensuite aussi en ligne sur le site. Le but, c'est vraiment celui de pouvoir créer ce genre de figure professionnelle avec un niveau professionnel qui puisse avoir un débouché au niveau régional, mais pas seulement, aussi au niveau national et voire européen. Voilà, je dirais que dans les grandes lignes, j'ai tout dit. J'espère que cette conférence ait pu vous intéresser et je remercie encore la bibliothèque pour cette invitation et également l'assessorat, le programme jeunesse de l'assessorat éducation de la région Val d'Ost et la Film Commission Vallée d'Ost qui nous appuient dans la réalisation de ces cours de formation. Merci et j'espère à bientôt.